la soirée, deuxième rencontre de la soirée avec Christophe Quillien. Tu peux... Christophe, hein? Donc, je me tombe toujours sur son prénom. Parce qu'il adore m'appeler Philippe. Et... Pourquoi pas? Et donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là à la précédente soirée de papier nickelé, nous avions eu une première rencontre avec Jean-Pierre Dionnet pour la réédition de ses mémoires, mais elles avaient été en grande partie rédigées, si je peux dire, et récoltées par Christophe, qui ensuite s'est attaqué à Moebius. Et donc, il vient de sortir cette année un ouvrage qui est sur la liste, qui à mon avis va être dans les finalistes du prix papier nickelé, consacré à Moebius, Jean Giraud alias Moebius, aux éditions du Seuil. Donc, voilà. Tout à l'heure, je faisais remarquer la similitude capillaire, oui. Mais on va passer à autre chose. C'était volontaire. Alors, à propos de capillarité, voilà les capillarités successives du maître. Et même il aurait pu avoir avant celle où il avait les cheveux très 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 longs, qui est une période où personnellement je l'ai connu. Alors, voilà quelques photos. Bon, ben peut-être on pourrait demander à Christophe, tu l'as bien connu, Moebius, ou pas du tout? Non, je l'ai rencontré 3 fois, mais c'est pas vraiment le connaître. Je l'ai interviewé 2 fois, une fois pour la 3e fois pour une exposition pour les 5 ans de collection de chez Dargaud qui s'appelait Poisson Pilote. On s'est vu une demi-heure, 1 heure à chaque fois. Donc, je l'ai beaucoup pratiqué en tant que lecteur, mais je ne l'ai pas connu. Et tu avais gardé les interviews quand même? Je me souviens plus. Non, mais pour faire ton livre. Une partie, au moins une des 3. Tu n'as pas eu de difficultés, on va dire, d'ordre ayant droit pour faire ce livre? Je ne comprends pas du tout à quoi. D'accord, très bien. Les gens de mauvais esprit, quand même. Non, je n'ai pas eu de difficulté, mais je peux répondre tout simplement. J'ai appelé Isabelle, qui était la 2e épouse de Jean Giraud, et qui m'a dit je ne veux pas mêler mon témoignage à celui des autres, et je raconterai de mon côté ma vie avec Jean. Voilà, sans me dire quand, en tout cas. Donc mais j'ai vu ces 2 enfants, Raphaël et Nausicaa. Ça me semblait important d'avoir le témoignage d'une partie de la 2e famille Giraud. Donc ils interviennent à la fin du livre pour parler de ce que leur père leur a apporté, de ce qu'il leur a transmis. Je trouvais ça très intéressant. Et tu as rencontré beaucoup la première. Claudine, oui, Claudine. J'ai beaucoup vu Claudine. Et Claudine qui a vraiment vécu la naissance de Moebius, le passage de Giraud à Moebius. Donc elle avait énormément de choses à dire, parce qu'elle a connu les grandes œuvres fondatrices de Moebius. Alors qu'Isabelle arrive plus tard, Giraud et Moebius sont déjà bien installés. En fait, c'est à la fois une biographie, un ensemble de témoignages et une vision personnelle aussi de... J'imagine, par la force des choses, oui, effectivement. Ne serait-ce que par le choix des témoins, le choix des extraits de livres, d'articles. Parce qu'il n'y a pas que des témoignages, il y a aussi beaucoup de analyse. Bon, analyse, je ne sais pas, mais en tout cas de citations, d'extraits d'interviews, de livres. Enfin, j'ai vraiment essayé de brasser très très large. Et c'est vrai que l'œuvre de Giraud et autour de Giraud est quand même assez vaste. Donc c'était un travail assez long. Oui, et puis même sa vie. Que tu racontes dans le détail, aussi, qui est quand même extrêmement riche. Il y a eu des périodes très très différentes qui ont eu une influence très forte sur sa carrière. Là, on voit avec Jodorowsky, qui a quand même joué un rôle fondamental dans ses romans. Alors ça, bon, Les Maîtres du Temps, bon, bah, c'est un film auquel il a plus que collaboré, puisqu'il a tout dessiné. Et à droite, c'est l'adaptation de Blueberry par Jean Coudel. Qui n'est pas inoubliable. Hein? Qui n'est pas inoubliable. Est-ce que tu peux nous en parler, Christophe, de ce film? Comment Giraud l'a accepté? Parce que oui. Alors, Kounon va voir Giraud en lui proposant d'adapter Blueberry, donc en partant du diptyque L'ami de l'Allemand perdu et le spectre Baldor. Mais en réalité, dans l'esprit de Kounon, c'était pas vraiment une adaptation au sens classique du mot. D'ailleurs, il garde quelques éléments, mais il y en a beaucoup qui suppriment. Ce qu'il voulait vraiment, enfin c'est ce qu'il m'a expliqué en tout cas, c'était essayer de transmettre aux spectateurs l'expérience
ce qu'on ressent quand on prend l'ayahuasca. Parce que Coonan était très intéressé par la culture indienne. Il était parti plusieurs fois au Mexique et au Pérou pour être pris en charge en quelque sorte par des guérisseurs. Et il avait voulu transmettre ça à travers le film. Et il y a effectivement des scènes qui ont été très critiquées où on voit Blueberry qui prend l'ayahuasca et qui a des hallucinations absolument terribles, vraiment terrifiantes. Et je pense qu'il ne faut pas prendre ce film comme une adaptation au sens classique. Sinon on est très déçus. On est effectivement déçus. Alors en plus, il change des choses, c'est-à-dire que Blueberry jeune est acadien, il a un petit accent, il a un accent français. Il est interprété par Vincent Cassel. C'est pas Coonan qui voulait Cassel, hein, parce que ça lui a été reproché de prendre un français pour interpréter Blueberry. En fait, c'est Giraud qui lui a suggéré de. Oui, parce que physiquement, ça matchait à peu près. Ouais, lui, il voulait prendre, il avait pensé à. Je crois qu'il avait pensé à Willem Dafoe. En tout cas, il pensait à des Américains. Et finalement, c'est Cassel qui. Donc il ne faut pas le prendre comme une adaptation classique, c'est pas le cas du tout. Juste quand même une question, parce qu'il y a quand même un scénario qui a été, je pense, un peu refusé par le fils Charlier, qui s'appelle Blueberry 1900, oui. Où il est quand même question un peu de chamanisme dedans. Oui. Alors est-ce que c'est Yann Kounon à connaissance de ce scénario, ou c'est écrit avant, après, et quand même Jean Giraud, il participe, il joue un marchand dans le film. Alors, on le voit quasiment pas. Mais il fait une petite figure. La caméra passe comme ça, il est debout, on le voit peut-être 5 secondes, il faut vraiment savoir que c'est... Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas des éléments dedans de Blueberry 1900 oui, un petit peu. Il a remis sa vision de Blueberry dans Blueberry 1900, donc qui n'a jamais abouti, c'était un Blueberry un peu chamanique, qui allait vers des expériences... Le fils Charlier s'est opposé en disant c'est pas du tout dans l'esprit de ce que mon père voulait. Et je suis ici, non plus. Hein. Il l'a validé, le fils Charlier, ce film? Alors non, justement, le fils Charlier ne voulait pas que son nom, que le nom de son père apparaisse. Alors ils ont trouvé une formule qui est très librement adaptée de la série Blueberry. C'est ce qu'il faut faire dans ce cas. Loosely, alors juste peut-être dire un mot du travail avec René Laloux, parce que René Laloux travaille avec 3 grands auteurs, Topor, Casa, qui est toujours là, et quand même Moebius, c'est une très belle réussite. Comment ça se passe cette rencontre avec René Laloux? C'est à la fois réussi et pas complètement réussi. Parce que le problème, je pense que ça vient en partie de Giraud lui-même, qui ne s'est pas suffisamment investi dans le suivi du film. C'est-à-dire que Giraud avait toujours du mal à se lancer dans des projets à long terme, parce qu'il très vite, il voulait retourner à sa table à dessin. Et ils ont travaillé pour le film avec Topor, c'était La planète sauvage. La planète sauvage. Laloux avait travaillé avec les Tchèques, qui avaient une vraie tradition, une vraie culture en matière d'animation. Alors que là, ils ont travaillé avec des Hongrois et le niveau, la qualité technique des artistes et des dessinateurs n'était pas du tout la même. Et ça se voit, il y a très très belles images dans ce film. Puis en même temps, il y a certains personnages qui sont un peu ratés, qui sont un peu caricaturaux. Il y a un côté un peu enfantin quand même. Oui, c'est pas complètement satisfaisant. Et Giraud a reconnu qu'il ne s'était pas suffisamment impliqué. C'est-à-dire que il n'était pas vraiment allé en Hongrie, enfin, il est peut-être allé une fois, je ne sais plus, mais il n'a pas suivi le processus. Donc le film est pas. J'aime beaucoup Les Maîtres du Temps, je trouve que c'est un très très beau dessin animé, il y a de très belles scènes. En plus, il y a des choses qui ont été ajoutées. On ne comprend pas très bien la fin, c'est un peu dommage, la fin est un peu obscure. Donc ça reste une expérience pas complètement satisfaisante, comme toutes les expériences de Giraud en matière de cinéma, finalement. C'est-à-dire qu'il a toujours fantasmé sur le cinéma, mais il n'a jamais été vraiment prêt à s'investir comme il aurait dû le faire, parce que travailler sur un projet de film, ça prend quand même plusieurs mois, et au bout d'un moment, Giraud disait, ben non, moi je ne peux pas rester, il faut que je retourne dessiner, etc. Et je pense que Giraud n'aurait pas pu être un réalisateur, c'est-à-dire que pour être réalisateur de film, il faut savoir gérer des équipes, il faut savoir dire non, il faut savoir s'investir, autant de qualité que Giraud n'avait pas du tout. Et puis sur la continuité, c'était pas son. Quand il n'avait pas un scénariste, le dernier dessin qu'il avait fait entraînait les suivants, mais il pensait pas, il ne faisait pas de la BD en scénariste. Il se laissait entraîner par comme ça, ce qui est tout son génie en même temps. Oui. Mais c'est pas Mézières, quoi. Exactement. Mais il avait une phrase géniale. Il dit finalement, en tant que scénariste, je suis plutôt célèbre pour mes non-scénarios. Ce qui est vrai, ce qu'il a fait par exemple après, quand il a repris Jim Cutlass, qui était le deuxième western qu'il avait lancé avec Charlier. Là, il a injecté plein d'éléments chamaniques, des zombies, etc. Mais Christian Rossi, qui était le dessinateur, m'a expliqué que il fallait qu'il retravaille le scénario, qu'il le structure, qu'il le solidifie. C'était pas un scénariste, Jérôme. En même temps, je pense que c'est ce qui fait toute sa force. C'est-à-dire que si ça avait été un vrai scénariste, entre guillemets, à la Charlier, il n'aurait jamais fait Arzac, il n'aurait jamais fait Garage Hermétique. C'est plus un poète, en fait. Voilà, il aurait...
il n'aurait pas révélé tout ce qu'il a fait. C'est un poète, c'est pas un romancier, on va dire. Voilà. C'est pas du tout un romancier, effectivement. Bon, enfin, c'est quand même très bien les maîtres du temps. Voilà, voilà une photo tout à fait étonnante. Donc ça, c'est la Fondation Cartier pour la Grande Expo de 2010. Je ne sais pas si c'est son meilleur profil. Voilà, alors, que dire quand même, c'est un peu l'acmé, la synthèse de tout son travail, cette expo, j'ai l'impression, non? Oui, de tout l'état d'esprit, à travers le titre, de tout l'état d'esprit qu'il a guidé pendant sa carrière. C'est-à-dire que son dessin a été en mutation permanente, lui a été en mutation systématique, il a toujours changé de vision du monde, changé de style. Donc c'est vrai que Moebius transforme, c'était plutôt un titre assez bien choisi pour définir la personnalité de Jean Giraud, qui était très, très, très changeante, très fluctuante. Alors, on repasse à des questions pour gagner des papiers nickelés. Donc là, double question. Alors, ceux qui ont gagné vont essayer de laisser la parole à ceux qui n'ont pas gagné. À savoir, Blueberry qu'on a évoqué, paraît dans Pilote. Alors, il y a deux influences majeures. Il y a une influence sur le terme de dessin et sur le thème du visuel de Blueberry. Donc, c'est-à-dire, Blueberry est inspiré par un grand acteur disparu. Et il y a une filiation, notamment... Il faut préciser que c'est pas un dessin de Giraud. Alors, justement, la question, c'est de donner le nom de ce dessinateur, qui donc... si vous avez de bons yeux, vous arrivez très à le voir. Donc, il faut avoir deux noms, le dessinateur et l'acteur. J.G. Belmondo. J.G. Belmondo, mon voisin, vient de gagner un papier nickelé. Ah bah. Bon bah oui, il a répondu plus vite. Bon, allez hop. Ça a été dit, mais vous aviez levé la main. Donc, alors, pour celui qui a levé la main, on va reposer une question. Quelle est la série qui a rendu célèbre J.G. Jerry Spring. C'était là pour la question de celui qui... Parce que je voulais repêcher le monsieur qui avait... celui qui gagne. Bah oui, parce que sinon, allez, on lance le papier nickelé. Quel était le prénom de JG? Voilà, quand même. Joseph. Bravo, bon, vous avez mérité votre papier nickelé. Je répondre J, ça aurait été rigolo. Voilà. Peut-être, alors, image d'après. C'était aussi l'initiale de Jean Giraud. Oui, alors peut-être dire un mot, Christophe, sur la série Blueberry, ses influences, le travail avec JG pour... Oui, parce que Giraud travaille avec, quand il rentre du service militaire, il y a 2 ans, 2 ans et demi à l'époque, il travaille avec JG en 60-61 sur une aventure de Jerry Spring qui est la route de Coronado. Oui, je ne vois pas... il apprend vraiment son métier, même si... Il a de l'expérience quand même quand il arrive avec JG, parce qu'il a travaillé pas mal pour le groupe Fleurus, donc Cœur Vaillant, Âme Vaillante, etc. Mais enfin, il apprend beaucoup en parce de que JG. Dans les trucs de Fleurus, très franchement, il est encore très très loin de son style, mais on reconnaît... Bien sûr, mais il est jeune en même temps. Oui, très très jeune, oui. Et Mézières, qui travaille avec lui, c'est pareil, quoi. C'est très très faible. Quoi. Oui, mais alors ce qui avait été dit dans un article de la revue Pop qui était assez intéressant, c'est que les gens qui travaillaient pour Fleurus avaient chacun un style bien défini et n'en bougeaient pas, alors que Giraud, lui, variait déjà les styles. Il pouvait avoir un style très réaliste, un style enfantin, un style... C'était assez intéressant. Et Gigel, lui, ce qu'il raconte, c'est que quand il a vu que Gigé vivait, entre guillemets, normalement, c'est-à-dire il y avait une femme, des enfants, une voiture, une maison, Giraud s'est dit, finalement, on peut être dessinateur de bande dessinée et être comme tout le monde, être normal. C'est pas un métier, parce que c'était quand même assez mal vu à la fin des années 50, début années 60. Et il se dit, c'est même pas vu du tout. C'est souvent même pas vu du tout. Et Giraud se dit, oui, les dessinateurs de BD sont des gens sérieux, ont une vie normale, et ça aussi, ça m'a influencé, je pense. C'est ce que lui disait, en tout cas. Alors, juste sur la tête de Blueberry, Blueberry, il se métamorphose. Au début, c'est Belmondo, et après, ça devient quoi, Blueberry, sur la fin? Déjà, Belmondo, il a du mal à tenir Belmondo. Oui, il le tient pas long. Oui, dès les premiers trucs, mais tu regardes au début de l'histoire et à la fin, c'est plus le même. C'est vrai. Mais ça passe par Ronson aussi. Oui, il y a eu plein de personnages. Mais Giraud disait, j'essayais toujours de coller vraiment au physique des gens dont je m'inspirais, comme par exemple Belmondo. Puis un jour, je me suis dit, bon, si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, ça fait rien, je laisse tomber, je continue. Et puis c'était aussi une manière de montrer que les gens n'avaient pas toujours la même tête dans la journée, selon leurs humeurs, selon ce qui pouvait leur arriver. Et donc Blueberry changeait de tête et c'était... Puis de temps en temps, il y avait des planches faites par JG. Donc il y a eu des planches faites par JG quand il est parti au Mexique et puis aux États-Unis. Parce que les personnages de JG étaient un peu élastiques. Enfin, Jerry Spring était parfois... Il se tenait bizarrement. Et de toute façon, JG avait dit... Donc j'ai rendu service à Giraud, j'ai dessiné plusieurs planches de Tonnerre à l'Ouest et du Cavalier perdu, et j'ai quand même beaucoup appris, et j'ai gagné une espèce de rigueur que j'avais pas toujours avant. C'est vrai que JG était plus
n'était pas obsédé par les décors, ses personnages étaient un peu élastiques, un peu comme s'il avait reçu du méthanol. Peut-être toujours sur Blueberry rapidement, est-ce qu'il y a une influence du western et est-ce qu'on peut dire que Jean Giraud est cinéphile? Parce que quand on voit les albums autour de La balade pour un cercueil et aussi de Le trésor indien, on a l'impression qu'il y a une grosse influence des western spaghetti. Est-ce que c'est lié à ce qu'il regarde ou pas? Oui, parce qu'il était quand même un grand cinéphile en général, et il a été très marqué par le western italien. Donc, quand il était plus jeune, il était évidemment, comme tous les gens de sa génération, obsédé par l'Amérique et par le western, avant même la science-fiction. Après, il s'est intéressé à l'SF. Donc oui, le cinéma a toujours été... Je pense que Corbucci beaucoup plus influencé que Sergio Leone. Ça, c'est on possible. cite toujours. Entre les deux, ouais. Corbucci, c'est celui qui a fait quoi? Django qui traite le cercueil avec complètement dans l'esprit de Giraud. Le grand silence aussi. Le grand, ouais. J'ai pas vu. Très beau film. Ouais, ouais. Il a oui, le western qu'il a le plus vu et qu'il préférait, c'était La Horde sauvage. Ah oui, de Peckinpah, avec les Mexicains, ouais, on revoit, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, alors il y a un film aussi, je me suis posé la question. Oui, Crasseux. Je me suis posé la question, Ouais. mais quand, je pense qu'il a forcément vu Soldat Bleu, qui est sorti vers 70. Ouais, il allait beaucoup au cinéma, donc il a dû le voir, parce que c'est un film dont on a parlé. Et il y a une scène très dure qui a vraiment existé dans la réalité. Il y a un massacre d'un camp indien par un détachement de l'armée américaine. Et le type qui commande ce détachement porte un casque qui est vraiment le casque du major Gruber. Ah oui. Et donc, j'ai mis l'hypothèse, je dis peut-être que Giraud a vu Soldat Bleu et qu'il s'est souvenu de... Parce qu'il voyait énormément de choses, il ingurgitait beaucoup. Donc, et là, la question... Alors, la question... beaucoup le film porno aussi. Ah ouais, mais on n'a pas d'image là. Alors qu'est-ce qu'on a de porno On sait qu'apparemment il y avait des carnets de trucs un peu érotiques et il y a eu Griffe d'ange avec Jodorowsky. Ouais, mais un petit peu. Vraiment pas le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant. Parce qu'en fait, partie. Griffe d'ange, il est parti d'une revue que Jean Anesté lui avait mis entre les mains. Donc Jean Anesté qui avait été éditeur pour lui, mais il a décalqué les photos. C'est pas très intéressant. Alors sur la fin de sa vie, donc Jean Giraud va faire son autobiographie dessinée. Donc là, on a un dessin. Il met en scène ces personnages, ces héros qui interagissent avec lui. Alors redonnez, allez-y, les grands héros de Moebius, donc, comme ça. Alors, il met en scène les personnages que lui a créés. Alors, il y a quand même Blueberry. Blueberry a été créé avec Charlier, mais ça fait tellement partie de l'œuvre de Giraud qu'il ne pouvait pas le mettre, d'autant plus qu'à cette époque, il a repris Blueberry tout seul. Et Blueberry est furieux. En fait, Blueberry dit... il y a 10 ans, j'avais un vrai scénariste, c'était des vrais scénarios. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, Moebius, enfin, voilà. Et donc il se plaint, mais les personnages se plaignent en général, ils ne sont pas contents de la manière dont ils sont traités. Donc on reconnaît, il y a Arzac, le major, et puis les deux personnages d'Elena. Ah oui. Voilà, donc on demande au public. Et avant, il y a la touffe d'herbe qui fumait régulièrement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il se lance dans Inside Moebius, donc fin années 90, début années 2000, parce qu'à ce moment-là, il se dit, je vais arrêter de fumer de l'herbe. Puis ma femme en a marre, ça me donne une image de drogué, etc. En fait, il fumait de l'herbe de manière très limitée. Mais bon, il décide d'arrêter, et il a envie de raconter son sevrage dans Inside Moebius. Et en réalité, au bout d'un moment, il raconte complètement autre chose, et il laisse tomber le sevrage, qui n'était pas très intéressant. Donc je ne sais pas si l'herbe qu'on voit là est la touffe d'herbe qui fumait. Oui. C'est une interprétation de d'Yves. Alors, c'est quoi je vais rajouter une question, parce qu'on improvise totalement dans cette soirée. C'est de dire, la question du rêve. Jodorowsky, quand il fait ses scénarios, il fait des rêves lucides. Est-ce que vous avez réussi à voir, est-ce qu'il était un peu dans cette logique de dessiner ses rêves, notamment dans ses parties Moebius, Trip Inside, ou pas? Oui, il accordait beaucoup d'importance au rêve, parce qu'il avait lu Castaneda, L'art de rêver, donc ça fait partie des sources auxquelles il s'inspirait. Donc on peut dire que Moebius, petit à petit, c'est quelqu'un qui avait une certaine mystique un peu particulière. Jodorowsky a été un mentor pour lui et l'a amené quelque part ou pas? Oui, très important. Peut-être qu'Yves peut en parler. C'est vous l'invité principal quand même, du coup. Ah oui, je préfère. Oui, ça a été très important. Et ça, en fait, Jodorowsky arrive à un bon moment, parce qu'il arrive à un moment où Giraud, donc autour de 75, on ne sait jamais très bien comment ils se sont rencontrés, mais Giraud en a un peu marre de Blueberry. De toute façon, Blueberry en sommeil pour des histoires de droit, parce que Charlie est un peu en conflit avec Dargaud. Et donc il se dit, je vais en profiter pour faire un peu plus de Moebius. Et ce qui est intéressant, c'est que Jodos, c'est le Mexique. Alors Jodorowsky, il n'est pas mexicain, il est chilien, mais il a tourné ses films au Mexique, il a été victime de la censure au Mexique. Et on s'aperçoit
que le Mexique est présent dans toute l'œuvre, dans toute la vie de Jean Giraud. C'est vraiment le fil conducteur de son parcours, parce qu'il part une première fois au Mexique en 56, il a 18 ans. D'abord, il découvre le désert, ensuite, il commence à fumer, il découvre le jazz, etc. Il retourne au Mexique en 64, mais là, ça se passe très mal, parce qu'il prend des champignons, mais sans quelqu'un pour le guider. Et pour moi, c'est vraiment la naissance de Moebius. D'ailleurs, il dit à un moment, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est relevé du domaine spirituel. Pour moi, c'est une vraie rupture, cette expérience où il prend de l'herbe au Mexique en 64. Et d'ailleurs, c'est rigolo, il illustre des poèmes d'un type qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Jodorowsky, mais évidemment, dont il n'a jamais entendu parler, qui ne rencontrera que bien plus tard. Donc après, il rencontre Jodo, c'est encore le Mexique, et à la fin de sa vie, c'est à ce moment-là que j'avais rencontré, il m'avait dit, enfin, c'était pas la fin de sa vie, c'était en 99, il m'avait dit, moi j'ai des idées pour la fin de vie de Blueberry. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a eu un fils avec Chihuahua Pearl, et son fils participe à la Première Guerre mondiale. Donc Blueberry décide d'aller dans les tranchées pour rejoindre son fils. Alors j'ai calculé, Blueberry aurait eu autour de 70 ans. Ouais. Ce qui n'est pas évident de se retrouver dans les tranchées à 70 ans. Et donc il terminait en disant, et après, il part au Mexique et il rencontre Trotsky. Et ça s'arrête là en 1940. Donc Blueberry est né en 43, donc à près de 100 ans. Blueberry, voilà, le Mexique était vraiment un fil rouge, et donc Jodorowsky. Oui, il y a un lien. C'était le Mexique. Et ouais. C'est important. Il aurait pu tuer Trotsky, donc. C'est une hypothèse, à coup de piolet. Ouais, alors, on va revenir, parce que là, on vient de... Alors, donc maintenant, on cut. Donc pour le public, on va demander quel est le nom de la biographie dessinée par Jean Giraud, où il est interpellé par ses personnages. Donnez peut-être aussi le nombre de tomes de cette œuvre majeure. En fait, le public a un bon niveau, donc il va falloir donner donc, le nom, le nombre de tomes, et dire elle vient d'être rééditée, et elle vient d'être éditée dans un nombre de tomes qui n'est pas le nombre de tomes réels. Donc il faut me donner deux numéros. Le nom. Ah non, non. Ah, on peut donner oui, tout à fait. On peut donner le nom de la société de production. Allez, celui qui répond à toutes ces questions a gagné un papier nickelé, parce que je monte le niveau là. Allez, pour la dernière question. Cher, le numéro, ah bah là, il faut à un moment donné. Alors déjà, est-ce qu'on a des mains qui se lèvent? Je vois pas. Je vous laisse, monsieur le présentateur, regarder le public. Ah oui, je regarde le public. Et le public est. Aussi, hein. Alors le public là, il y a un grand moment de solitude. Alors toujours notre jeune qui est. Bah allez-y, jeune homme. Inside Moebius, c'est le nom de la série autobiographique. Oui. Pour moi, il y en a eu 6. Oui. Très bien. En plus, édité par plusieurs éditeurs. Ah, allez-y, allez-y. Tot en ont publié un ou deux, mais il s'est un peu fâché avec Isabelle, parce que les autres ont été publiés par Moebius Productions, il en a financé un ou deux. Et ça vient d'être réédité par Moebius Productions en 2 volumes, sous coffret, très belle réédition. On montre l'image, on va voir si le jeune homme... différent. Oui, alors, un peu plus grand. Donc Christophe, expliquez-nous un petit peu, voilà, première version, deuxième version, allez-y. Ouais. Philippe a tout dit, effectivement, bah non, c'est 6 tomes au départ qui ont été réédités sous... Alors, il y a aussi une réédition de tous les tomes en un seul volume avec du papier Bible que moi j'aime bien, mais qui est épuisé parce que c'est toujours des petits tirages. Et là, le format est plus grand, il y a un certain nombre d'inédits. Et ça coûte autour de 70 €. Et le code barre, quelqu'un peut donner les chiffres du code barre? Il y a un abonnement. Quelqu'un peut dessiner le code barre. Oh non, là c'est trop bien. Mais alors, juste peut-être dans l'histoire du 9e art, est-ce que ce travail d'introspection, est-ce que ça a un équivalent? On a l'impression que c'est quand même un truc qui est sans équivalent, d'avoir que sur la fin de sa vie, il fait un certain nombre d'auteurs qui se sont mis en scène. Oui, mais là, à ce point-là, en termes de pages, en termes de... Je ne vais pas gagner de numéro, parce que mais... je ne saurais pas dire. Là. Mais c'est pas vraiment c'est pas une autobiographie. Hein. Non, c'est il s'interroge sur son travail, sur sa création. Le personnage lui-même, pardon d'interrompre, mais le personnage lui-même tel qu'il se dessine n'est pas vraiment ressemblant non plus. Ça dépend. Il est métamorphe, le personnage. Il change. Il est à la fois auteur et héros. Je ne le reconnais pas. Oui, il change de tête. Hein. Il est à la fois l'auteur et le héros. Ah, monsieur les Là, oui, exact. Oui, c'est ça. En fait, on voit 2 fois. Il est plus reconnaissable en arrière-plan que... premier plan, totalement. Il y a 3 Giraud, il y a 4 Giraud dans Inside. Il y a le Giraud gamin ado qui joue aux billes à Fontenay, dans la rue. Il y a le jeune Jean Giraud, tout début des années 60, qui est... les cheveux longs. Non, qui a les cheveux courts, des lunettes noires en costume, qui est super élégant. Il y a le Jean Giraud 70s qu'on voit derrière, avec la chignasse, un peu comme celle qu'avait Pierre Christin d'ailleurs à l'époque.
Et puis il y a le Jean Giraud d'aujourd'hui, auteur, et qui doit scoltiner ces différents Jean Giraud. Et il y a une scène assez rigolote où, alors d'abord le Jean Giraud des années 70 dit aux autres, ouais, t'as vu ce qu'il est devenu, il a du bide, il perd ses cheveux, c'est horrible, je suis sûr qu'il ne sait plus dessiner. Et à un moment, le Jean Giraud actuel, donc celui qui dessine, discute avec le Jean Giraud du début des années 60, qui n'a pas encore fait Blueberry, qui a une type assez insolent. Et il lui dit, tu devrais créer un personnage, je te conseille, qui s'appellerait Blueberry. Et tu prendrais un pseudo. C'est vraiment une bonne idée, ce serait Moebius. Et le jeune Giraud lui dit, il lui répond, écoute, si tu m'as fait venir pour que je prenne un pseudo en latin et en plus une marque de confiture, franchement, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'est l'incompréhension. En fait, Giraud, incompris par tout le monde, il est incompris par ses personnages, il est incompris par les Giraud précédents, et c'est terriblement déprimant. Mais ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, en même temps, il travaille sur Blueberry, sur la série qu'il a reprise, et il a des problèmes de scénario. Donc en fait, ces problèmes de scénario, il se pose des questions, comment construire mon histoire, etc. Il les met dans Inside Moebius. Donc il se met en scène dans Les Inrecuptibles, il dirait que c'est une mise en abîme. Comme on ne fait pas partie des Inrecuptibles, on va juste dire qu'il se représente dans Inside, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. Alors, autre question comme ça, pour le fun, pour le public, on a publié dans Papier Nickel un petit article, et ça, je crois qu'alors, est-ce que vous vous rappelez, il y a eu une exposition sur la fin de sa vie autour de... Alors, est-ce qu'on reconnaît la référence, là, dans le public, rapidement? Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le fun. Oh, ils peuvent gagner encore, il en reste. La référence, là, dans le public. C'est plus dur, il y a un téléphone à gagner. Un téléphone, un iPhone, là, on y va. En contact avec la maman de Feignant. Et il faut répondre à chaque fois. Vous aurez la communication. Alors, oui, comme ça, là, pour... Personne. Jean a répondu, Jean Mulatier a répondu. Ah ben, on n'a pas entendu le public. Doré. Ah, Doré. Très bien. Très bien. Alors, Il gagne un numéro. donc du coup, Tiens, passez-le lui. hop. Le 19. Hop. Donc, il n'est pas encore... Alors du coup, ouais. Donc cette expo, ce qui est étonnant en France, il me semble qu'on n'a pas la même édition. Comment se fait-il Enfin, c'est peut-être un peu technique comme question. Je connais pas les... Je crois qu'il y a une édition C'est italienne. Oui, c'est une édition italienne en forme de livre. Et en France, on a des cartes postales. On a un pack de cartes postales. Alors, les influences de Jean Giraud, peut-être dire un mot, à part Doré, il y a eu d'autres grands maîtres de l'illustration qui l'ont influencé, forcément. Ça, c'est Doré. Ça, c'est Doré en mauvaise... Le cliché est raté. Donc, je vous la laisse pas longtemps. Ouais. Oui, donc sur les influences de... Oui, Doré, grosse influence, comme Brouillet, ils partageaient tous les deux la même influence. Mais Giraud était aussi très influencé par les bandes dessinées qu'il lisait quand il était mort. Il lisait aussi bien des BD françaises que des BD italiennes, des histoires de super-héros. C'est quelqu'un qui avait... Et puis il était très marqué par les grands noms de la peinture. Il avait lu un bouquin... Il raconte dans son autobio, il y a un certain nombre d'erreurs, qu'il était très influencé par certains Apollo. En fait, Apollo, c'est pas le nom de l'auteur, c'est le titre du livre. Et il raconte que tout petit, il voulait essayer de faire se rencontrer l'art et la bande dessinée. Donc la peinture aussi, c'est partie de ces... Là, la question, c'est où est Roger? Alors, dire un mot de ça, parce que ça va être réédité, il y a tout... Vous participez, je crois, aux numéros spéciaux de Métal Hurlant en ce moment. Ça sera autre chose, ça sera une réédition d'Arzac. Une réédition d'Arzac. Alors, en quoi Arzac a révolutionné l'histoire de la BD pour vous? Ou pas? Pas lu à sa parution, donc je n'ai du mal à dire, mais c'est vrai que ça a beaucoup marqué. Alors, contrairement à ce qui a été dit par certains, c'était pas la première bande dessinée. Ah non, Brouillet était furieux quand on disait ça, parce que Vuse, qui était fait avant, était aussi. Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre des muettes, il y en a eu plein, même au 19e. Exactement, mais ça a beaucoup marqué. Pourquoi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas lu quand il est sorti. Disons qu'il y a. C'est une BD. Le numéro 1 ou 2, ça a commencé dès le numéro 1. Dès le numéro 1, Arzac. Et le premier récit était quand même. Moi, je sais que c'était un choc graphique. Et puis il y a un sens de l'humour. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a l'effet de la chute. Et surtout, c'est vraiment une BD à la Moebius parce que il l'a vraiment fait. Il a fait la première case. Pour lui, elle a entraîné la deuxième, qui entraînait, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il allait raconter. Mais il retombe sur ses pattes à la fin. Hein? Il retombe sur ses pattes. Le premier récit est très drôle, c'est le récit... tu vois, il voit une femme qui a l'air très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des dizaines et des dizaines de BD, de mangas, de dessins animés, de trucs, de films tout court, etc.,
où il y a un mec qui est sur un oiseau qui vole. Ça, alors c'est vraiment devenu un cliché maintenant. Il l'avait piqué à Poivet. Hein? Il l'avait Oui, piqué à c'est Poivet. beaucoup inspiré de l'histoire de Raymond Poivet, effectivement. Mais pas que pour l'oiseau qui vole, aussi pour les plans. Poivet, non, Ouais, vraiment, ouais, c'est le ouais, dessinateur. ouais. C'est le merveilleux voyage de Nix. Hein? C'est aussi le merveilleux voyage de Nix, je sais plus Oui, quoi. Gerson, ouais. Exact. Ouais. Je reviens, tu En parlais fait, c'est de lui qui a l'humour, lancé la mode, c'est ça que je voulais dire. Tu parlais de l'humour, il y a un truc important, ça, j'ai voulu montrer que quand on parle de Giraud, de Moebius, on pense à la science-fiction, le fantastique, etc. Mais un élément qui a toujours été très présent dans son œuvre, c'est l'humour, en fait. Et alors, Il faisait des trucs dans Harakiri, Ouais, les premiers voilà, Moebius, exactement. c'est dans Harakiri. Dans Harakiri, c'est une forme C'était d'humour génial. noir, Il mais était même d'ailleurs après. très drôle. Ouais. Et il disait en fait l'humour, pour moi c'est une sorte d'assurance vie, c'est-à-dire que ça m'évite de me prendre trop au sérieux. Alors l'humour de Blueberry c'était celui de Charlier qui était un peu plus cliché, tarte à la crème, etc. Mais Moebius, Giraud a toujours mis beaucoup d'humour dans ses bandes, même des histoires même dans le garage mythique. Alors, est-ce que vous vous rappelez, alors là je posais la question carrément au biographe, le nom de cette histoire? Oui, je le connais. Alors, dites-nous. Qu'est-ce que je gagne? Toute notre estime. Ah, Pas mal. c'est double évasion. Ouais. C'est ça? Ouais. Deux planches muettes, et qui est... c'est hallucinant cette histoire. Elle est très bien. Avec le thème de la chute qui revient souvent dans l'œuvre de Giraud. Oui, et avec, on peut peut-être remettre l'image, s'il vous plaît, sur monsieur, voilà. Et donc à la fin, quand même, tout le côté un peu mystique de Moebius, parce qu'il y a à la fois peut-être une mort, mais pas que. Enfin, c'est très étonnant quand on voit le. Et c'était publié donc dans, peut-être parler de cette revue magnifique Métal hurlant. qui revient. Alors vous en êtes tout, vous travaillez, vous aviez travaillé sur les numéros vintage. C'est quoi la politique de l'équipe? Il y a eu 2 Métal hurlants. Je vais pas dire 2 Métal hurlants, bien sûr. L'un qui republiait des histoires classiques et l'autre qui publiait des auteurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule version qui publie des... Mais pour fêter les 50 ans des Humano, voilà. Les Humanoïdes vont sortir une revue qui s'appelle Opus. Voilà, c'est l'image d'après. On va faire un tout petit peu de pub quand même. Voilà. Voilà, avec une sélection d'histoires d'auteurs à redécouvrir. D'ailleurs, des gens comme Crespin, par exemple. Oui. Comme Alias aussi. Qui était vraiment... Alias, c'était... Oui, Lacroix. Claude Lacroix. Lacroix, il y en a 7 ou 8. Et... Égal. Égal, bien sûr. Gall et Dionnet, bon, qui est moins connu. Mais Jean-Pierre n'est pas là. Alors, j'aurais du mal à m'exprimer. Alors, rapidement évoquer le personnage du Major Fatal aussi, qui a eu plusieurs avatars, plusieurs suites. Oui. C'est un autoportrait de Jean Giraud, c'est une anatomie du cerveau humain. Qu'est-ce que c'est que cette série? Il faut demander vraiment, je me tourne vers le garage hermétique. Que peux-tu dire à propos du garage hermétique? Ça m'est resté hermétique. Alors justement... Je pense que c'est... Oui. Jamais rien compris cette histoire. Alors, ouais. Certains prétendent pouvoir... Par exemple, Thierry Smolderman, qui est scénariste, qui a travaillé avec Giraud, lui, considère qu'il y a une cohérence et que ça s'explique. Que dire? Non, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Et ben, ça reste un mystère. Alors, pour conclure cet entretien, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que dans votre biographie, il y a encore un mystère Giraud pour vous, des choses qui resteraient à éclaircir, ou vous pensez avoir fait le tour de la question, si toutefois c'est possible? Jamais vraiment le tour de quelqu'un comme Giraud. Et d'ailleurs, lui-même, je pense, ne réussissait pas à faire le tour de son univers mental. Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas publiées? Il y aurait des choses, d'après vous? Qu'est-ce qu'on pourrait aimer voir publier? Qu'est-ce qu'on pourrait aimer, souhaiter voir publier un jour? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Je crois qu'il y a énormément de dessins qui ont été réalisés par Giraud, qui n'ont jamais été montrés, qui n'ont jamais été publiés. Donc on ne sait même pas ce qui dort et ce qui... Après, il y a des légendes urbaines sur certaines histoires qui auraient été détruites, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc l'œuvre... Yves Schlierf, qui a été son éditeur, qui est chez Dargaud Benelux, m'avait dit un jour, mais j'ai de quoi publier un très gros livre dans lequel il n'y aurait que des dessins inédits, qui n'ont jamais été montrés. Après, il faut poser la question à Isabelle Giraud, puisque c'est elle qui est ayant droit. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais pas en livre. Enfin, il y a des choses qui ont été publiées dans la presse. Oui, mais il y a aussi des dessins qui sont jamais sortis. Donc il faudrait demander à Isabelle Giraud. Et quelle serait, dans votre biographie, la découverte que vous avez faite sur Jean Giraud en travaillant depuis quelque chose qui vous a surpris? Par exemple, que Giraud faisait beaucoup d'erreurs de dessin, des erreurs d'anatomie. Mais c'est vrai, quand j'étais petit, quand je lisais Blueberry, enfin, pour
moi, Giraud ne pouvait pas faire d'erreur, parce que c'était vraiment le maître. Et j'en ai parlé avec pas mal de dessinateurs, des gens comme Pellerin, comme Michel Rouge, qui avait travaillé avec lui. Et tous m'ont expliqué que oui, c'est vrai, il faisait des erreurs d'anatomie, et en fait, c'était pas gênant du tout, parce qu'il avait un tel sens de la mise en scène et de la narration qu'on ne les voyait pas, finalement. Alors après coup, je me suis amusé à... Alors je repris des vieux albums, et ouais, là quand même, la main... Mais c'était pas gênant, enfin... Je crois que ça faisait partie de... Il n'y a pas Par exemple, de dessinateurs qui ne font pas d'erreur d'anatomie. Ouais, j'imagine, je suis pas... On cherche Alex Raymond et on le trouve très très bien. Peut-être volontaire aussi. Mais il a travaillé d'après photo. Voilà. Il a travaillé beaucoup d'après photo. Modèle et photo. Mais ce qui est étonnant chez lui, et ça il l'a toujours reconnu, c'est qu'il avait du mal à fixer les visages. On parlait tout à l'heure de Belmondo. C'est vrai que Belmondo ressemblait jamais au modèle. Et dans La Déviation, à un moment, il y a beaucoup de textes dans La Déviation, donc il publie en 73 en pilote, et à un moment il écrit... toute ressemblance avec des personnages réels a été très difficile à obtenir. C'est assez marrant. Parce qu'en fait, il se représente de manière hyper réaliste quand même. Oui, avec ses cheveux. Sa femme et sa ses femme enfants. et sa fille, exactement. Et sa fille, ouais. Mais oui, je ne sais pas pourquoi il avait du mal. Par exemple, je relisais là, dans un entretien, il disait, je ne sais toujours pas bien. Alors, je ne suis pas très bon en anatomie, mais je suis toujours obsédé par l'anatomie. Mais je ne sais pas toujours à quel endroit il faut placer l'oreille, comment placer la mâchoire, etc. Et c'est assez curieux. Mais ça, je ne sais pas, il faudrait demander à un dessinateur, parce que moi, je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai que ça ne m'a jamais gêné quand je lisais Blueberry, quand j'étais môme, ado. Voilà, j'ai découvert que Giraud faisait, qui n'en fait pas, pour qu'il y ait des chutes. Alors, une dernière question pour conclure cet entretien. Moi? Bah oui, tu peux poser des questions, tu as le droit. Non, Non. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le livre est dans toutes les bonnes librairies. C'est un super livre quand même. Hein? C'est un livre. On apprend énormément. Ah oui, non. Même si on connaît bien C'est un. Enfin, je te dis, je ne veux pas anticiper sur le vote. Je fais sous la pression. Des adhérents de Papier Nickelé qui sont en train de me dire ce qu'il faut garder pour soumettre au jury les 8 ou 10 titres que nous. Enfin, celui-là, il sera, il n'y a aucun doute. C'est un des très bons travaux de l'année, ça c'est clair. Voilà, on peut remercier Christophe d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup, Christophe. Voilà.